avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux incroyables femmes, donc une qui est créatrice d'entreprise. Bonjour. Bonjour Lulu, ça va bien? Très bien, merci. Bonjour Cathy. Bonjour. Et donc on a Annie qui nous rejoint avec sa fille Jélissa. Bonjour. Avec qui elle a eu à travailler. Oui. Ça va? Très bien. C'était comment de travailler avec maman? C'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où quand j'ai travaillé avec ma maman, je vivais encore avec elle. Ce qui fait que parfois le matin, on pouvait avoir des disputes et arriver au travail, il fallait faire comme si de rien n'était. Il fallait dissocier. Voilà, ça m'a appris tout de suite à dissocier la vie familiale, la vie privée et la vie au travail. Même pareil, souvent on ne voulait pas que tous les élèves dans la formation de ma mère, que tous les élèves soient au courant que j'étais sa fille. Oui. Donc c'est aussi pareil, c'est ne pas appeler ma maman maman devant tout le monde, prendre l'habitude de dire Annick, alors que ça fait des années que je dis maman. Voilà. Donc voilà, mais maintenant, même quand je viens, je l'appelle maman parce que c'est vraiment trop difficile pour moi de l'appeler par son prénom, Annick. Oui. Donc maintenant, les élèves ont l'habitude et ils le savent tout de suite que je suis sa fille. Après, on a le même nom de famille, donc c'est un peu difficile de le cacher. Et l'ambiance au travail était quand même très sympa. Oui, parce que j'allais te poser la question, est-ce que du coup, tu as vu au travers des regards des autres, est-ce que tu t'es sentie plus valorisée ou plus dévalorisée, le fait que ce soit ta maman? Est-ce qu'elle était plus dure avec toi ou elle était plus empathique, on va dire? Non, au contraire, elle est plus dure avec moi. Beaucoup plus stricte. Oui. Moins oui, maman, hein? Un peu moins souple qu'avec les autres profs parce que forcément, il y a des mots, des termes qu'elle ne peut pas utiliser avec les autres profs, qu'elle peut forcément utiliser avec moi, parce que je suis sa fille, mais elle restait quand même dans la bienveillance. Donc, et après aussi, comme j'ai pris quand même un peu de son caractère et que je l'ai beaucoup observé étant petite, j'ai la même mécanique d'enseignement, donc il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Donc ça vraiment, c'était dans la même lignée, donc ça suivait, donc c'était très sympa et l'ambiance forcément est assez cool et jeune parce que du coup je connaissais tout le monde, ce sont aussi des amis. Oui. Donc ça reste dans l'esprit familial, travail, mais toujours séparé avec la vie privée parce que du coup dès que c'était fini le travail, au retour à la maison, forcément, les problèmes qu'il y avait à la maison, ils reviennent tout de suite. Ils reviennent, exactement. Voilà, ça veut dire que tu passais 24 heures avec ta mère tous les jours, pratiquement. Oui. Si, quand elle va aux toilettes, elle n'est pas une maman, donc ouais, mais bon. Oui, c'est ça, en fait. C'est 24 heures, le matin, on se réveille, on part ensemble, on fait le trajet ensemble, on travaille ensemble. Au retour, on fait le trajet ensemble. Et après, on est à la maison ensemble. Donc oui, c'est un peu ça. Et rebelote. Et c'est tous les jours comme ça, jusqu'à qu'après, forcément, le week-end, je vais voir mes amis et tout. Mais c'était tous les jours comme ça pendant 2-3 ans. Ah, quand même. Mais pour toi, Annick, c'était comment ces dynamiques, justement? Parce qu'on a sa perspective, mais pour toi, en tant que chef d'entreprise, par rapport aux autres, comment tu gérais? Et en tant que mère, en fait, pour toi, c'était comment? Après, en tant que mère, le rôle de mère reste au niveau de la vie privée, c'est-à-dire à la maison et tout ça. Et une fois qu'on est sur place, parce qu'en fait, j'ai une équipe pédagogique de 10 professeurs, même un peu plus, 10 ou 12. Et du coup, Jélissa fait partie des professeurs qui enseignent une technique de danse. Et c'est vrai que par rapport à une fois qu'on est sur place, je la considère comme les autres professeurs. J'attends ce que je demande aux autres professeurs, c'est les mêmes attentes par rapport à elle. Et le respect que je donne aux autres professeurs, je lui donne aussi de la même façon. Et c'est vrai qu'en tant que pédagogue, formatrice, parce que c'est de la formation, c'est vrai qu'elle forme les jeunes, très très bien d'ailleurs. Et au niveau, c'est surtout au niveau des évaluations. Quand il y a le système des évaluations, là elle peut s'exprimer, donner son avis et tout ça. Et en fait, moi je vois le fait de travailler avec ma fille, avec Jélissa, c'est plus une forme de transmission et une forme de
Héritage aussi. Voilà, d'héritage, c'est ça. Merci Lulu pour le mot. Je t'en prie. C'est une forme d'héritage dans le sens où je me dis que ça peut lui servir plus tard dans la vie. Peut-être que ça ne va pas être son métier à 100%, mais que le fait d'avoir ce savoir-faire, peut-être que plus tard, si elle est dans des situations un peu compliquées ou à l'étranger ou des choses comme ça, avec ce savoir-faire-là, elle peut s'en sortir. Parce que dans n'importe où dans le monde, il y a des studios de danse, il y a... Mais en termes d'héritage, que ce soit justement dans la pédagogie, tout à l'heure, justement, avec Lulu, on parlait de ne pas toujours apprendre des réussites des autres, mais est-ce qu'il y a aussi cet héritage dans l'échec, en fait, ce qui n'a pas marché pour vous à un moment donné? Est-ce qu'il y a cette transparence de lui dire « ça n'a pas marché, voici comment j'ai géré », pour qu'elle en tire des leçons et pas que le côté j'ai réussi, fait comme ça. Mais est-ce qu'on parle vraiment les côtés, de toute façon, ma fille, elle a tout vécu avec moi, mais vraiment. C'est un peu mon mon sac à main. Parce que ma fille, je l'ai eue jeune, entre guillemets, à 22 ans. Et en tant que danseuse, c'était difficile. Parce que les danseuses de ma génération, on n'a pas d'enfants. On ne fait pas d'enfants. Par rapport au travail, par rapport au corps. Si tu tombes enceinte, ton corps va changer, tu vas peut-être perdre des contrats. Déjà, c'est difficile en tant que noire danseuse vivant en France pour travailler. Mais si en plus de ça, je tombe enceinte, c'est extrêmement... c'est un peu compliqué. C'était quel type de danse? Parce qu'aujourd'hui, on parle de danse, mais c'était quel type de danse à l'époque que vous faisiez? Et qu'est-ce que vous enseignez? Je danse toujours et j'enseigne toujours. Moi, j'ai commencé très tôt à apprendre les danses académiques, ce qu'on appelle les danses académiques. C'est tout ce qui est classique, contemporain et jazz. Et j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Jusqu'à présent, je ne me suis pas arrêtée, mais du coup, en plus de l'école, du cursus général, j'ai eu la possibilité, à la fin de mon bac, à la fin de mon bac, je devais choisir soit d'aller faire un travail, trouver un choix général, voilà, où j'ai eu la possibilité, c'est que j'ai passé une audition et j'ai pu rentrer dans une école de formation de danseurs, de danseurs-interprètes au métier de danseur. Donc j'ai préféré continuer la danse et me perfectionner pour vivre de ça, voilà. Et du coup, avec ça, j'ai rencontré son papa et je suis tombée enceinte. Et en termes de communication, on ne s'écoutait pas assez, son père et moi. Du coup, c'est moi qui ai élevé, j'ai dit ça. Même si il avait une présence, mais c'est surtout moi qui avais la responsabilité entière. Donc, c'est sûr que par rapport au fait d'être mère, jeune, est-ce que je devais oublier le fait d'être une femme? J'ai réfléchi et j'ai fait le choix d'être mère et femme en même temps. Et j'avais aussi cette envie, cette volonté de vouloir exister en tant que femme danseuse, et qui depuis toujours danse. Et la danse, c'est beaucoup il y en a qui disent que c'est du sacrifice. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme du sacrifice, parce que le temps que j'ai mis pour apprendre, pour m'entraîner, pour tout ce temps-là, je me dis ça serait dommage que le fait d'avoir un enfant me stoppe dans ce que vous aimez, en fait. Dans ce qui me définit. Ça rejoint ce qu'elle disait, la passion. On peut allier ça. C'est même plus que de la passion. Je pense que c'est quelque chose de très organique et
Ça fait partie de vous. Ça fait partie de toi, pardon. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de moi, lui. C'est ça. C'est indissociable. C'est vraiment... c'est comme me lever, boire de l'eau, et ça me définit. C'est ce qui me définit, le fait de danser, d'aller prendre des cours de danse, d'aller faire des spectacles. C'est vraiment ce qui me définit. Donc du coup, il était très très important pour moi d'aller jusqu'au bout de cette démarche, en fait. Et du coup, ma fille, elle faisait partie aussi de ce projet. Donc, je l'emmenais avec moi. C'est pas moi qui m'adaptais à l'enfant que je venais de mettre au monde, à son rythme, on va dire. C'est plutôt elle que j'emmenais dans mon rythme à moi. D'accord. Pour pouvoir, justement, c'était pas simple. Trouver votre stabilité en tant que mère et femme. En tant que mère et femme, et une personne qui veut vraiment exister. Mais pourquoi avoir choisi, à un moment donné, de créer votre studio Paris Dance et ne pas rester juste intermittent du spectacle? En fait, c'est un acheminement. Ça veut dire que de mes 10 ans à mes 18 ans, j'étais une jeune danseuse en construction. Donc du coup, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de plusieurs professeurs, de plusieurs techniques de danse. J'ai commencé à travailler en tant que danseuse. Je me suis arrêtée pour avoir ma fille. Je me suis remis à nouveau en action et je suis devenue chorégraphe aussi. C'est encore une étape au-dessus. Professeur de danse, je donne des cours. Et de chorégraphe, j'ai chorégraphié pour des artistes connus, très connus. N'hésitez pas à les citer. Ah d'accord. J'ai chorégraphié pour Martin Solveig, pour Massy Gray, pour Patrick Sébastien, pour Carlos, paix à son âme. Gilbert Montagnier, pour des marques. Je chorégraphie beaucoup pour des marques aussi. Pull&Bear, la spot publicitaire, tout ça. Oui, j'ai fait le dernier truc que j'ai fait, le dernier projet, c'était Victoria's Secret. Waouh, bien. Victoria's Secret, mais voilà, c'est vraiment... en fait, c'est tout ce qui touche à la danse, que ce soit côté scène ou côté backstage et projet et tout ça, j'ai voulu un peu tout sentir et tout comprendre. Et du coup, au fur et à mesure, et moi, la transmission, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dans le sens où, depuis que je suis née, tout ce que j'apprends, j'aime bien l'apprendre aux autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est envie de partager, c'est instinctif. Ça veut dire, vu que je sais, ce que je sais et qui a été confirmé par ceux qui le savaient encore mieux que moi, l'idée, c'est vraiment de le donner aux autres, en fait, d'aider quelqu'un à s'élever. Et ça me procure vraiment du plaisir d'aider quelqu'un et de le voir grandir, en fait. C'est comme un enfant qu'on élève. Il arrive, il est tout bébé et après, tu as l'impression que tu souffles. Il y a un souffle et ça gonfle et ça grandit. Ça fleurit. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, par rapport à la danse, je me suis dit, tiens, vu que j'étais issue aussi de la culture danse hip-hop et qu'à l'époque, il n'y avait pas, en termes de structure, il n'y avait pas beaucoup de choses, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant en termes de transmission, de formation et tout ça, de structurer le système qui est en académique, de le mettre de juste apposer dans les danses hip-hop et de structurer de cette manière. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à structurer sous forme de stages intensifs, de mini-formations et tout ça. Et de cette expérience-là, je me suis dit, plus tard, je vais créer un studio de danse. Parce que j'ai grandi dans les studios de danse. Moi, toute mon adolescence, j'avais des amis, ils allaient au ciné le week-end, ils traînaient à Châtelet-Léal. Moi, j'étais dans les studios de danse. Tu fais quoi, Annick? Je suis en train de danser, je prends un cours de danse. Je vis, ça, en fait. Justement, en parlant de ça, vu qu'on parlait de passion, est-ce qu'on investit plus quand c'est quelque chose qui nous passionne, quand c'est quelque chose qui fait partie de nous, en fait? Dans tout ce que tu as créé, dans tout ce que tu as proposé comme idée,
est-ce que tu as eu des échecs financiers? Oui. Et comment tu t'es relevé en fait? C'est pour ça que j'ai dit ma fille, elle a tout vécu avec moi parce que je l'emmenais partout avec moi. Quand je prenais mes cours de danse pour me remettre dans le métier, quand je partais même en tournée, quand j'ai commencé à structurer et après j'ai commencé à produire, j'ai créé un événement. Et cet événement a pris beaucoup d'ampleur en espace de très peu de temps. J'ai commencé dans un gymnase et au bout de 5 ans, 6 ans, je me suis retrouvée au Palais des Sports de Paris qui s'appelle le Dôme maintenant, en production. C'est quoi le nom de l'événement? C'était Wizou, Battle Wizou. C'est un battle qui a beaucoup marqué son temps, même 20 ans après, les danseurs, certains danseurs en parlent encore. Et il est arrivé un coup très très dur, c'est que j'ai été cambriolée sur l'événement. Oh. Et du coup, mes concurrents, on va dire, entre guillemets, ils ont pris cet événement-là, cette opportunité, mais pour détruire ma réputation. Toute l'image que tu as. Toute l'image que tout le monde oui. Surtout les milieux artistiques. Hein. C'est vraiment surtout en France. Et ce qui m'avait beaucoup... et c'était beaucoup d'argent parce que c'est de l'argent personnel, c'est de l'argent de mes chorégraphies. Comme je vous ai dit, j'étais chorégraphe et c'est des sous que j'avais mis de côté pour développer. Ça veut dire, au lieu de passer, parce qu'il y a des systèmes de subventions que beaucoup de gens utilisent dans la culture danse pour mettre en place des événements et tout ça. Et moi, j'avais envie d'être libre, de ne pas dépendre d'une mairie ou d'une... Parce que ce qu'on ne dit pas, il y a un coût de recourir à ces financements-là. Aussi. Même si des fois, d'apparence, il n'y a pas les taux d'intérêt où ils sont plus bas, on perd en fait en termes de liberté. Parce que si tu prends l'argent de quelqu'un, il faut que ce que tu organises, ce que tu fais avec son argent, lui ressemble. C'est ça. Exactement. Donc c'est politisé. Voilà. Donc tu perds ta liberté en fait créative et ta passion est diminuée. Et donc ma question au-delà de cette liberté, c'est est-ce que ce moment du cambriolage que tu as senti le poids de l'investissement que tu as fait, ou avant le cambriolage pour toi c'était naturel, c'était pas un poids en fait de sortir cet argent? C'était pas un poids parce que c'était prévu. Ça veut dire que moi, quand j'ai une idée en tête, quand j'ai envie de mettre quelque chose en place, j'ai un côté très pragmatique. Ça veut dire qu'autant je suis artiste, autant j'ai un côté pragmatique, terre à terre, incroyable. C'est que je vais visualiser la chose, je vais l'écrire et je vais calculer où est-ce que je dois aller chercher l'argent. Combien est-ce qu'il me faut de base en termes de budget pour commencer. C'est ça. Et à partir de là, je vais trouver l'argent. C'est ça. Voilà, je vais trouver l'argent et par rapport à ce budget-là, je me dis, ça va commencer comme ça. Donc, si mon budget, c'est ça, tout ce qui va aller avec doit rentrer dans ce budget-là. Et après, s'il y a des bénéfices, déjà, avant de dire bénéfices, c'est déjà me rembourser sur ce que j'ai investi. C'est-à-dire, si j'ai investi 5 000 € au départ, si je récupère 5 000 € mais que j'ai rien gagné, c'est super. Ça veut dire que déjà j'ai installé le pilote, le projet zéro. Ça ne m'a pas fait perdre de l'argent. Ça ne m'a pas rapporté, c'est zéro. Donc du coup, avec les 5 000 € que j'avais injectés, qui me sont revenus, je peux reproduire à nouveau. Mais par contre, quand je vais reproduire à nouveau, il y a déjà une réputation qui fait que avec la com, avec tout ça, il y aura plus de monde, du coup automatiquement ça va générer légèrement des bénéfices. Et ces bénéfices-là, au lieu de les dépenser, on va les garder et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais quand tu as commencé justement, tu as mis dans ton projet zéro avant le retour sur investissement? Non, j'ai mis mon argent perso. C'est ton argent. Est-ce que tu as fait le choix de recourir aux prestataires pour la communication, le marketing, où je t'ai dit, je vais avoir plusieurs casquettes en même temps pour dépenser moins? Quel était le mindset? C'est moi qui avais pratiquement toutes les casquettes. Okay. C'est-à-dire en termes de communication,
le développement de mon événement, c'est moi, personne d'autre. Mais par contre, j'ai eu des conseils. J'ai eu des conseils des copains qui étaient qui avaient des boîtes de com. D'accord. Donc, ils m'expliquaient le fonctionnement de comment ça marchait et tout ça. Et ils me faisaient confiance. Ils disaient, Annick, t'es intelligente, on t'explique et tu te démerdes. J'ai dit merci. Okay. Du coup, comme ils m'ont fait des plans de com, comment ça se passait, je reproduisais. Et en réfléchissant aussi à quelque chose de logique, il y a quelque chose qui est simple et logique. Si tu veux que les gens viennent à ton événement, il faut qu'ils l'entendent. Si tu veux qu'ils les entendent, ils vont l'entendre de quelle façon? Tu as la télé, tu as la radio, tu as les journaux, tu as... Canal de diffusion. Voilà. Il faut, si tu veux toucher le plus de monde possible, il faut... voilà. Il y a des choses qui sont logiques aussi. Mais il ne faut pas avoir peur de demander à ceux qui savent. Justement, non, au contraire, il faut s'entourer. Ça veut dire que j'ai eu cette possibilité d'avoir des personnes qui sont spécialisées dans la com, qui ont fait des études de ça et qui ont une boîte de com, sauf que eux, ils n'ont pas le temps. Et moi, j'ai pas l'argent parce que c'est quand même leur boîte. Il faut que, il faut qu'ils le tournent. Mais par contre, ils veulent bien m'expliquer. Mais par contre, c'est à moi de travailler derrière. Okay. Donc du coup, toute la com, le développement de l'événement du théâtre du gymnase Japy jusqu'au Dôme, c'est toujours moi qui l'ai faite. J'ai même eu une félicitation. Il y avait des boîtes de com qui appelaient pour savoir qui gérait pour des la marchés, com. c'est d'avoir le marché de ta com. Oui. C'est moi. Et quand ils disaient le tarif, je dis waouh, non mais je vais économiser. Je vais continuer à le faire. Je vais continuer ce qui fonctionne. Exactement. Mais voilà. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Ça veut dire que la com, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît aussi. Donc du coup, c'était naturel en fait. Naturel pour moi. Et tu transmettais mieux le message toi-même au final. Et j'avais une vision de ce que je voulais, de quel message, comment je voulais toucher les gens. Que par exemple, quand j'ai fait appel à quelqu'un pour me faire un site à l'époque, parce que les sites c'était en code. J'ai dit ce que je voulais et quand il m'a sorti le site, ça ne ressemblait pas du tout à ce que tu voulais, moi je ressentais. Et j'étais là, j'ai dit c'est embêtant toute cette histoire. Et du coup, le jour où j'ai pu pouvoir faire un site, j'ai fait moi-même mon site. Et mon site est à l'image de ce que je veux projeter et tout ça en fait. Et aujourd'hui, quand Jélissa envisage de se lancer, parce que c'est ça, non? Ton envisage de te lancer toi-même? Tout à fait. Enfin, je suis déjà à moitié lancée. Parce que toujours dans le même domaine, la danse ou ailleurs? Alors, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est très simple. De base, moi, ayant vécu toute la vie de ma mère, de ma naissance jusqu'à maintenant, j'avais dit tout de suite, la danse, pour moi, je ne serais pas danseuse. Je danse, j'enseigne, mais j'ai dit, ça restera une passion. Je ne veux pas être dans le monde de la danse, en tout cas être danseur ou intermittent, parce que du coup, j'ai vu tout le bon et les mauvais côtés. Exactement. Et je voulais être architecte de base. Depuis toute petite, j'ai dit je serai architecte. J'ai fait toutes mes études pour être architecte et j'ai arrêté. J'ai arrêté, je suis partie vivre dans un autre pays et en fait j'ai eu une grosse blessure. Je suis revenue en France et je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprends tes études d'architecte ou est-ce que tu fais autre chose que tu connais déjà? Et comme elle expliquait, l'événementiel c'est quelque chose du coup je l'ai suivi, que je faisais depuis très longtemps avec elle parce que elle a fait tout toute seule, mais je l'assistais quand même derrière. Oui, et ma fille et Isabelle étais son aussi. sac. Voilà. Je l'assistais. C'est quand même une équipe. Il y a une équipe aussi. Voilà. Je l'assistais et je me suis dit, mais elle a tout fait toute seule. Elle n'a pas les études pour. J'adore l'événementiel. Pourquoi pas faire des études et acquérir en fait tout le savoir, tout le savoir qu'il faut pour faire de l'événementiel. Et c'est comme ça que je suis arrivée en fait à faire. D'abord, j'étais juste partie se faire un bachelor. Ça commence bien. Voilà. Ouais. Et la première année, bien sûr, on découvre c'est quoi tous les métiers de la communication. Je les ai tous découverts. C'est pour ça que je dis je travaille dans la communication parce que du coup, je peux tous les faire. Community manager, chef de projet, je peux tous les faire. Mais j'avais toujours mon objectif de non, c'est l'événementiel en priorité. Donc, je suis allée la 3e année, relations de presse événementielle.
Et après, j'étais censée m'arrêter. Mais je suis quand même partie en master pour faire direction artistique parce que tout ce qui touche à l'artistique, ça m'intéresse, la photo, la vidéo. Il y a tellement de choses en fait, création de spectacles, vraiment tout. Et j'ai eu ce master-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'entraide parce que du coup, moi aujourd'hui, c'est moi qui lui donne les conseils pour que ce soit ses flyers, que ce soit le site. Je la laisse faire parce qu'elle aime faire quand même ses trucs toute seule. Elle a sa vision à elle aussi. Voilà, mais moi en fait, de l'extérieur, je dis en fait là, tu devrais plus un peu plus en bas. Enfin, je lui donne vraiment les conseils pour ajuster, même au niveau des couleurs. Et moi, il y a alors pendant le Covid, ce fameux Covid. Voilà, marqué beaucoup de personnes. C'est vraiment, on va se dire, mais pourquoi à ce moment-là? C'est le moment où on s'est dit avec un ancien ami, tiens, ce serait bien de lancer notre structure. Et on l'a lancée, elle s'appelle Identité. Sauf qu'avec le Covid, en fait, elle est en stand-by parce que qu'est-ce que tu veux faire pendant le Covid, en fait? Oui. Et après, j'avais eu des premières idées dont Lulu avait participé, à faire des reportages sur plusieurs personnes et les mettre en avant, leur métier, ainsi de suite. Beaucoup de métiers qui étaient quand même en rapport avec l'artistique. Lulu, c'était le maquillage. J'ai eu une autre amie, elle, c'était surtout les photos, mais dénudées. Enfin, c'est vraiment passé partout, le rap, vraiment tout. Et après, j'ai mis en stand-by parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire avec ma structure? Et il y a deux choses qui sont sorties en avant. Donc, créer une compagnie de danse. Tu vois que tu reviens à la danse, tu voulais fuir. Je fuis, reviens à la danse. En fait, mais c'est ça, revenu. Tu voulais fuir, mais en fait, tu reviens. C'est parti un peu de toi aussi. Voilà. En fait, je suis revenue parce que je me suis dit, d'accord, je voulais pas être danseuse, mais ça reste... je suis née avec la danse. Oui. Ton identité. Je suis dedans. Et en fait, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire avec la danse? Et qu'est-ce que tu peux apporter aussi Voilà. Et en fait, du coup, là, je crée un événement qui arrive en novembre. D'accord. Qui s'appelle Urban Underground. Et ce projet, en fait, il sort de mon master. Où, en fait, pendant 1 an, j'ai travaillé dessus. C'est un plus gros projet que juste un événement. Oui. Et là, on va dire, là, c'est le début. Je vais commencer par l'événement et après, on verra où ça va me mener. Okay. Et du coup, j'ai toute une DA qui est déjà installée, travaillée. Et du coup, je demande des conseils à ma mère, mais en même temps, je sais les petits endroits que je ne vais pas reproduire. OK. Parce que justement, tu as appris de ces échecs, mais au final, tu es revenu et tu as plutôt, avec ton diplôme, au final, tu as juste fait la partie stratégique qu'elle n'avait pas, mais qu'elle faisait déjà dans la pratique. C'est ça que tu vas faire au final. Oui, en gros, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie, je l'ai déjà. Voilà. Enfin, il est plus développé que ce que ma mère avait, forcément. Oui. Mais je vais quand même prendre des petits conseils parce que des fois, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Et beaucoup de gens oublient ça, en fait, que ce qu'on apprend à l'école, c'est que de la théorie, mais la pratique, c'est tout autre chose. Et pourquoi, en fait, je suis revenue sur ça? C'est, comme vous le disiez au début, pourquoi salarié, entrepreneuriat? J'ai été salariée dans un gros groupe français, je peux le dire, et c'est faire. J'étais à la communication chez eux. J'ai adoré travailler en communication avec eux, mais c'est beaucoup de contraintes. Respecter des charges, respecter des dates, respecter leur univers. Et si on ne convient pas à l'univers, on est out. Et c'est ça qui a fait qu'au bout de 2 ans, je me suis dit, en fait, c'est pas fait pour moi. Parce que si on ne rentre pas, comme ils disent, dans leur mood, on n'est pas avec eux. Alors, même si on fait du bon travail, qu'on est très performant, il faut avoir le mood. En fait, tu es dans une cage, tu ne peux pas sortir de la cage. Voilà, il faut vraiment être avec eux, avec toute l'équipe. Vous avez une même ligne directive pour tout, quoi. Il n'y a pas d'écart, on va dire. Non, la typographie, ce n'est pas toi qui vas la refaire, la charte graphique. Encore ça me dérange pas. Oui, après, on travaille avec des agences, ça me dérange pas, mais c'est vraiment aussi le côté salarial. Il n'y a pas que le travail, parce que niveau travail, je suis très performante. C'est aussi tout le côté équipe. C'est-à-dire, je sais travailler avec des équipes, parce que depuis toute petite, je travaille avec des équipes. Mais c'est le fait que il faut rentrer dans le mood de l'équipe. C'est-à-dire, si l'équipe est très gossip, par exemple, il faut être gossip. Oui. Et si tu ne l'es pas, pour eux, c'est extérieur. Oui, tu es extérieur. Et pour les gens, par exemple, un peu comme moi, qui sont très réservés, qui aiment bien faire la séparation vie privée, vie travail, des fois, ça peut poser problème. Parce que forcément, le côté salarial,
malheureusement, ils aiment bien être un peu dans la vie privée. Ça, intrusive, savoir Et ce des que fois, tu fais, l'intégration quoi. dans l'équipe compte plus que tes compétences professionnelles. Tout à fait. C'est vrai. C'est malheureux, hein, mais Et- des fois, ça compte Et plus. voilà. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours salariée. Hein. Oui. Je suis prof d'école, je suis toujours salariée. Mais salarié chez maman. Mais les horaires que j'ai aujourd'hui me permettent de pouvoir développer mes activités à côté. Plus de flexibilité. Voilà. Et je voudrais vraiment pousser après, au fur et à mesure, aller beaucoup plus loin et, si possible, ne plus être salariée et vraiment être que à mon compte plus tard. Ok. Et au niveau financement, comment toi, tu as su gérer ça pour ton événement à venir? Le sourire veut tout dire. Explique-nous. Financement. Bonjour. Ah, financement, bonjour. Voilà. C'est bien d'avoir une maman. hein. T'as vu? Surtout quand tu es dans son univers, elle comprend. Donc, du coup, Exactement. ça va sortir Ouais. plus facilement. Tout à fait. En fait, le financement, bon, je suis encore jeune. Bon, 30 ans, oui, mais je suis encore jeune. Nous sommes encore jeunes, c'est vrai 30 ans, c'est que- jeune. Hein. Trouver le financement, c'est très, très compliqué. Mhm. Pour un projet, il faut forcément investir. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, 1 euro pour commencer et arriver à 5 milliards, non, ça n'existe pas. Il faut un minimum, un budget pour commencer quelque part. Et il faut s'y tenir. Il ne faut pas avoir trop gros non plus, C'est ça. pas trop petit non plus, mais voir ce qui est possible de faire avec le budget qu'on a. Et je remercierai jamais assez ma maman parce que vraiment, si je peux faire mon événement, c'est quand même grâce à elle parce que Oui. du coup, c'est elle qui me finance. Mhm. qui me finance. Donc vraiment, en plus, ça me pousse 2 fois plus à... Tu veux le rendre fier aussi. Bah, il y a ça, mais en fait, c'est surtout que j'ai vraiment envie de lui montrer, bah oui, j'en suis capable. Le but, c'est... Moi, mon premier... Comme elle disait, mon objectif numéro 1, c'est vraiment d'arriver à 0, de faire rembourser. Je ne suis pas dans le bénéfice parce que je connais la réalité des choses. C'est très dur, dès le premier événement, de faire du bénéfice. Sauf si je suis l'enfant de je sais pas qui. C'est ça. Mais Et c'est que vraiment très, les très réseaux dur. t'aident, que ça perce. Mais il faut être réaliste. C'est Voilà. ça aussi. avec Mais malgré l'entrepreneuriat. tout, la petite différence, c'est que moi, j'essaye aussi de voir si c'est possible d'avoir des subventions ou autres. Car en fait, j'ai créé une DA qui fait que les instituts peuvent s'y retrouver, quoi Oui. qu'il arrive. D'accord. Et ça ne change rien en fait à mon idée principale. C'était déjà inclus en fait dans toute ma direction. C'était déjà inclus tout ce qui était institut. Donc ce qui fait que je peux demander des subventions parce que je sais que je vais être dans leur ligne, quoi qu'il arrive. bien, Je vais pas. Ils pourront pas dire oui, mais ça ne nous correspond pas parce que en fait l'image fait en sorte que ça correspond à tout le monde, D'accord. aux gens du hip-hop comme aux gens institutionnels. Ok. Donc c'est un peu aussi là la différence, c'est que ça va pas me déranger d'aller demander de l'aide à d'autres personnes. Je vais pas me sentir enfermée. D'accord. Et Yannick, quel conseil donnerais-tu à ces personnes-là qui veulent entreprendre Ou qui hésite. ou qui Hésitent, hésitent à hein. entreprendre? Comment Après, savoir que je pense suis salarié ou que- entrepreneur? Je pense que entreprendre, pour moi, pourquoi je ne suis pas au régime général? Pour la simple raison, déjà, c'est important de savoir où on vit, dans quel environnement on est et où se trouve sa place et comment imposer sa place. Parce que moi, je suis arrivée en France petite, j'avais 8 ans quand je suis arrivée, je suis centrafricaine. Et c'est un monde où il y a beaucoup plus de blancs autour de moi. Hein, il faut être réaliste. Bah oui. Voilà. Et à partir de là, je me dis, qu'est-ce qui pourrait faire que je peux vivre ici, là où je n'ai pas choisi, on m'a envoyé, je suis là et comment je vais vivre, de quelle façon est-ce que je vais bien vivre aussi. Parce que de toute petite, avec l'évolution, je vois bien que mes amis qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont leurs racines ici, qui ont un héritage de famille en famille, qui ont déjà des en matériellement parlant, ont de l'avancement par rapport à moi. Et par rapport au fait de me dire, si je travaille avec un boulot, je vais te payer au SMIC minimum.
Et au maximum, au bout de 20 ans ou de 15 ans, je serais peut-être un peu plus 500 € ou 1 000 € maximum au-dessus du SMIC. J'ai dit, mais c'est pas normal dans ma tête. J'ai dit, mais parce que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais c'est normal en même temps, parce que c'est pas mon pays, c'est pas mon environnement. Non, je dirais pas que c'est normal. Sur ce point-là spécifiquement, je dirais, on oublie souvent quand tu es salarié, tu es sur un marché, et ce marché s'appelle le marché de l'emploi. Oui. On peut avoir le même diplôme, on vient de la même école. Si tu te vends au SMIC et que moi, dès ma première année, je me vends au salaire de cadre senior et pas junior, parce que je me vends bien, je suis un bon commercial de mes compétences, de ma personne, je peux avoir ce salaire. Et toi, parce que tu t'es vendu au SMIC, tu restes là. C'est ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça dans la mesure où c'est comme tu te vends qu'on te prend, en fait. Et ça s'applique partout. Ça, je suis d'accord, mais même en danse, ça s'applique aussi. Mais il y a quand même cette réalité qu'on est dans un pays occidental et que voilà, quoi. C'est parce que en danse, par exemple, quand j'étais en formation, je faisais partie des meilleurs élèves. Donc en formation, c'est en petit format. Les profs te disent ouais, c'est super et tout ça. Mais quand tu vas sur le marché du travail et que tu vas passer des auditions, ben, la personne qui est élève avec toi dans la même formation, ben, elle va être retenue, mais pas toi. Mais pas toi, pas par rapport à parce que ton niveau de danse elle est mauvaise, mais parce que tu ne corresponds pas aux critères qu'il faut à la société. Donc ça, je l'ai comprise très très tôt. Ça veut dire que c'est ça qui m'a fait réaliser, tu vis dans un pays où la majorité sont blancs, donc ce qu'ils vont consommer est blanc. Toi, tu es noir, tu seras juste une exception de temps en temps. Donc comment est-ce que tu peux arriver à te valoriser et à continuer à mettre en avant ce que tu es et tout ça. Et à partir de là, je me suis dit, c'est d'entreprendre en fait. D'accord. Mais d'entreprendre dans ce qui est une exception pour cette société-là. Et qui, moi, me correspond et qui me définit. Et que cette société-là, quand tu me vois dans ce chemin-là, ils vont dire, c'est normal qu'elle soit là, ça lui correspond, en fait. Et ça va justifier ton prix aussi, parce que tu vas te mettre dans un système de niche. Parce que d'autres qui te ressemblent, peut-être se sont dit c'est trop dur, je ne peux pas, mais parce que toi, tu as continué. Donc tes tarifs, au final, on ne va pas te donner le minimum parce que tu seras la niche de ces secteurs par rapport à ton environnement. Voilà. Il faut savoir tourner aussi ce qui, au départ, sont nos inconvénients, nos désavantages, en avantage, en fait, pour bien se positionner. Donc par rapport à ça, je me suis dit, voilà. Et c'est pour ça que je dis c'est important d'analyser vraiment son environnement et de voir dans quoi on est capable et qu'on peut se valoriser, mettre en avant et se valoriser. Donc à partir de là, il faut se projeter. Il faut se projeter, mais vraiment loin. Très grande projection. Pas petit. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des échecs, il y en aura toujours. Mais vraiment. Quoi que tu décides de faire dans le processus, tu vas avoir des échecs. Il ne faut pas te dire ça va réussir, si ça ne réussit pas, je vais m'arrêter. Non, en fait, les échecs, c'est fait pour t'apprendre, pour réajuster ce que tu dois mettre en place. Soit si tu les acceptes, puis tu vas accepter tes échecs, puis tu vas apprendre de tes échecs et puis tu vas faire grandir en fait. Tu vas encore mieux structurer tes fondations, tu vas encore plus les consolider et tout ça. Donc il ne faut pas avoir peur déjà, mais vraiment il ne faut pas avoir peur. Il faut être un peu... hein? Oui. Et quelques petits mots pour la fin. Jélissa, qu'est-ce que toi tu pourrais dire en tant que futur jeune entrepreneur? Entrepreneur déjà, de toute façon. Parce qu'en soi, elle a quand même réussi là où elle disait qu'elle est partie sans héritage. Elle te donne maintenant cet héritage qui peut être une pression. Oui. Et toi, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui est dans ce cas, en fait, qui hérite de quelque chose, dans quelque chose qui ne lui ressemble pas, en fait, non plus? Comment perpétuer cet héritage et le multiplier, en fait? Même si tu vas dans d'autres domaines. Même si tu vas dans d'autres domaines. De pas... Enfin... Ça peut faire peur parce que forcément, on a envie de bien faire.
mais en même temps, il ne faut pas avoir peur et prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter parce que ces idées-là, je les ai quand même depuis des années. Oui. J'ai une vision à long terme, c'est-à-dire que vraiment, moi, ma structure, aujourd'hui, elle est là, mais dans 5-6 ans, j'aimerais bien que ça devienne une grosse entreprise. Bon, 5-6 ans, c'est peut-être un peu court, mais en tout cas... Pourquoi pas, tu peux être un génie et puis ça prend. Franchement, oui. te minimise pas. Moi, je crois au pouvoir des mots. Franchement, ne minimise pas. Dans 5 ans, tu peux être un géant dans ce que tu fais. Donc, franchement, te dis pas que c'est... Parce que si tu te mets déjà un blocage mental en disant que c'est impossible, non, t'en sais rien. Ah, c'est pas que je me mets un blocage, c'est que, en fait, par rapport au projet que je veux faire, je sais que c'est pas en 2-3 ans que ça va être réalisable parce que ça demande un très gros financement. Donc, je sais que ça va mettre du temps parce qu'il va vraiment falloir que j'aille convaincre des gens, pas juste la petite subvention de la mairie, c'est vraiment des gens beaucoup plus au-dessus. Donc, je sais que ça va prendre énormément de temps, mais en tout cas, je me laisse le temps, je me dis pas, ok, à la fin de l'année, je viens de commencer, à la fin de l'année, il faut que j'ai fait ça. Ok. Je y vais étape par étape. Parce que si on se dit tout de suite, en tout cas ça c'est mon avis perso, si je me dis tout de suite à la fin de l'année, il faut que j'ai fait ci, il faut que j'ai fait ça, il faut que tout le monde me sache qui je suis, ça met une pression. Et en fait on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller. Ce qui va arriver, on ne connaît pas l'avenir en fait, quoi. Voilà, donc moi je me dis, d'accord, mon projet est très énorme, mais je vais commencer étape par étape. Et c'est pour ça que là je commence, première étape, d'abord faire l'événement. Parce que dans le projet Identité, il y a 3 univers, la mode, la danse et l'art, mais l'art, les dessins, les tableaux, le contemporain. Par exemple, celui-là, je sais que je l'ai déjà mis de côté pour l'instant parce que c'est encore une autre démarche. Aller voir les gens de la haute société par rapport à l'art, il faut déjà être en place. Donc, j'utilise déjà les 2 autres domaines que je connais très très bien pour pouvoir me mettre en place. Donc, la danse et la mode par rapport aussi à mes expériences, défilés de mode, ainsi de suite, où même moi, du coup, par le biais de mon événement, je vais créer aussi des vêtements. Oui. D'accord. Donc je fais vraiment étape par étape et je me dis, donc si les gens, quand ils veulent se lancer, il faut se mettre des étapes et pas se dire, je vais aller là-bas tout de suite. C'est clair. Et progresser au fur et à mesure. Et c'est là que ça va prendre de l'ampleur. Et au moins aussi, surtout, s'il y a un échec, il est moins grand et plus facile à accepter que si je voulais aller tout de suite tout en haut. Si j'ai un échec, l'échec peut être tellement grand que en fait ça me braque, voilà, ça me détruit et je vais pas avoir la motivation de me relever pour repartir. Alors que là, si j'ai un échec, je sais qu'il est petit, il va faire mal, mais je me dis c'est pas grave, je peux la prochaine fois, je ferai mieux. Au mieux et je sais que je passerai pas par là. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Annick et Djelissa. Merci à vous. Merci Lulu, merci Cathy. De rien. Juste pour rajouter en termes d'entrepreneuriat, quand on entreprend, il faut aussi ne pas compter son temps. Aussi, c'est très important. Ça veut dire il faut travailler d'arrache-pied, quoi. De toute façon, c'est clair. Le clé du succès, c'est le travail. D'accord. C'est vraiment le travail. Sur ces mots-là. C'est le temps que tu passes à façonner ton... et après, le message qui va derrière. Ça touche les gens, ça impacte et tout ça. Et ma fille, que j'aime d'amour, et qui a un univers artistique très, très développé, très, très subtil aussi. Je l'aide aussi à mettre ça en avant parce qu'elle a vraiment une articulation, une particularité de visualiser le monde qui est super intéressant. On vous souhaite que le meilleur. Voilà. Nous avons hâte de découvrir cet événement. Voilà. Je vous remercie de nous avoir invités. Ce fut un plaisir d'avoir Vos parcours, répondu. ils sont enrichissants. Et ce que je retiens de là, c'est aller doucement, mais sûrement. Oui. Aller doucement, mais sûrement. Être conscient des dangers qu'on peut rencontrer. Il y en aura. Et rencontrer, que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes, il y a toujours une expérience à en tirer, en fait. C'est ça.
Les mauvaises personnes te permettent de te remettre en question pour avancer encore plus. Et les bonnes personnes te reposent, en fait. Super. Calme avant la tempête. Exactement. Sur ces mots, nous vous disons encore merci et interagissez en commentaire, partagez, donnez votre avis. Les réseaux sociaux sont en légende, donc abonnez-vous et posez vos questions. Voilà. À très bientôt.